Nous sommes lundi 12 octobre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette édition du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. L'Union européenne est sommée de respecter les règles relatives à la souveraineté du Burundi. C'est la mise en garde que le chef de la diplomatie burundaise a donnée aux pays qui l'accusent d'avoir pris des sanctions unilatérales contre le Burundi. Ce bras de fer que Gitega engage avec l'Union européenne est contre-productif. Le Burundi devrait plutôt renouer avec les valeurs démocratiques tant exigées par l'Union européenne pour qu'un pays puisse être bénéficiaire de ces aides. Ce clin d'œil est fait par l'opposant Frédéric Bamvugnyumvira au pouvoir de Gitega. Vous allez le suivre dans ce journal. Le député Fabien Banshidianino s'est montré comme un artisan de la justice au cours de son mandat à l'Assemblée nationale. Sa place n'était pas en prison, s'indigne l'un de ses compagnons de route et de lutte au parti Iprona 5 jours après son incarcération à la prison centrale de Mimba. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement du Burundi menace de répliquer aux pays qui ont pris des sanctions contre lui. Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères, l'a exprimé vendredi dernier lors d'une conférence de presse. C'était après une rencontre avec les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura. Albert Shingiro a fait savoir que cette rencontre a été une occasion de rappeler à ces diplomates et aux organisations qu'ils doivent accomplir leur mission dans le strict respect des règles relatives à la souveraineté nationale du Burundi. Ambassadeur Albert Shingiro. J'ai aussi insisté sur les relations en général avec tous les pays du monde, que le Burundi entretient des relations très nourries, des relations très positives avec l'ensemble des pays, mais qu'il y a des pays, une poignée, une minorité de pays qui ont pris des sanctions unilatérales, des sanctions injustes, des sanctions immorales contre le Burundi et le peuple burundais depuis 2015. Ces partenaires, j'ai insisté que le temps de poursuivre ces sanctions est révolu, qu'ils doivent évoluer parallèlement avec ce qui se passe sur le terrain au Burundi. Les événements sont très positifs. Nous avons organisé des élections réussies au Burundi. Nous avons les institutions démocratiquement élues qui sont en place. Donc nous avons la paix, la stabilité, la sécurité entièrement maîtrisée dans tout le pays. Donc nous ne voyons pas un argument majeur qui pourrait justifier la poursuite de ces sanctions injustes et immorales prises unilatéralement par ces pays-là. Alors, j'ai insisté sur cela. J'ai même dit que si ces sanctions injustes avaient à perdurer malgré les progrès significatifs déjà enregistrés dans notre pays, que les Burundais et le Burundi pourraient aussi appliquer le principe de la réciprocité. Ces pays ont aussi des intérêts ici, qui peuvent être touchés par des sanctions prises par le Burundi. Mais nous n'allons pas aller jusque-là. Bien évidemment, nous sommes contraires à l'usage des sanctions dans les relations internationales. Nous sommes partisans du dialogue et de la coopération. Mais ce serait éventuellement une décision de dernier ressort si jamais ces sanctions auraient à perdurer. Nous ne pouvons pas continuer à tendre notre joue qu'on la gifle et qu'on tende la deuxième joue, qu'on la gifle éternellement. À un certain moment, nous devons y répondre d'une façon proportionnelle pour que nos partenaires puissent voir aussi que nous sommes un pays digne, un pays souverain qui a aussi ses principes et valeurs auxquels nous croyons. Alors, nous avons aussi parlé du retrait du Burundi du Conseil de sécurité. Le Burundi, c'est un pays paisible actuellement. Il n'y a aucune raison que le pays puisse être maintenu sur l'agenda du Conseil de sécurité parce que, comme vous le savez, il y a une condition sine qua non qui pousse les pays membres du Conseil de sécurité à placer notre pays sur l'agenda. C'est surtout des cas qui menacent la paix et la sécurité internationale. Donc, ce qui n'est pas le cas pour le Burundi. Donc, les Nations Unies ont dépêché récemment une mission de très haut niveau pour une évaluation stratégique afin de pouvoir présenter un rapport final sur lequel se baseront les États membres du Conseil de sécurité pour finalement
enlever notre pays sur l'agenda du Conseil de sécurité pour focaliser les efforts d'appui au Burundi sur le développement socio-économique. Albert Shingiro est le ministre des Affaires étrangères du Burundi. Le fait que le gouvernement du Burundi menace de prendre des sanctions contre l'Union européenne, c'est parce qu'il est sous sanction de l'Union européenne. C'est l'analyse de Frédéric Bamvuginyuvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Pour lui, le Burundi est sous sanction de l'Union européenne parce que les droits de l'homme et les principes fondamentaux de la démocratie ne sont pas du tout respectés. Bamvuginyuvira juge inopportun que le gouvernement du Burundi s'engage dans un bras de fer avec l'Union européenne. Les conditions des gouvernements doivent respecter les droits de l'homme, doivent respecter les principes de la démocratie et doivent respecter les principes de la bonne gouvernance. Et l'article 96, l'article 8 d'abord, 96 ensuite, ce sont ces deux articles qui renferment comment cette collaboration doit se matérialiser. Alors maintenant, lorsque un pays des ACP ne suit pas, ne respecte pas ces consignes contenues dans cette convention, ces relations sont coupées. Il y a des sanctions qui s'imposent, qui suivent. C'est dans ce cadre-là, le Burundi, qui n'a pas respecté les droits de l'homme, qui n'a pas respecté les principes de la démocratie en violant le troisième mandat, qui n'a pas respecté la bonne gestion de la chose publique, c'est lui imposer des sanctions. Maintenant, un pays comme le Burundi ne peut pas en retour dire j'ai aussi des sanctions à imposer à l'Union européenne. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir des sanctions à imposer à l'Union européenne. Tout ce que le Burundi peut faire, ça veut dire, tout ce qu'un de ces pays des ACP peut faire, c'est de dire eh bien, je rappelle que je chasse les ambassadeurs de ces pays de l'Union européenne qui sont affectés dans nos États, pour le cas présent au Burundi. C'est tout simplement ça. Donc, déclarer comme cela, c'est peut-être ignorer ce que ces pays sont, c'est ignorer ce que le Burundi représente par rapport à cette convention qui a été signée par plusieurs pays des ACP et l'Union européenne. La fermeture de certaines ambassades du Burundi au Brésil, au Nigeria et à l'Ottawa, c'est l'une des signes qui montrent que ces pays aidaient les autorités burundaises et non le peuple burundais. Suivez encore une fois Frédéric Bamvuginyuvira. D'abord, il faut regarder quelles sont les relations justement entre le Burundi et le Nigeria, le Burundi, le Canada et le Burundi et le Brésil. Je crois ce qu'il y a de commun entre le Nigeria et le Brésil, c'est que ce sont de nouvelles ambassades. Et je crois que le Nigeria intervenait dans le don de carburant qu'il donnait à l'État burundais. Je ne sais pas exactement la situation de ce dossier aujourd'hui. Le Brésil, c'était dans le sens de dire qu'il fallait élargir des pays pro-communistes, pro-socialistes, qui s'écartent de la philosophie capitaliste des États-Unis, de l'Union européenne, pour que nous ayons des relations, pour qu'ils nous appuient dans notre errance politique. Je crois que c'était plutôt ça. Maintenant, ils se rendent compte certainement des difficultés de pouvoir payer ces ambassades, les représentants du Burundi dans ces ambassades, et tout en gardant l'idée de reprendre un jour si pratiquement le Burundi parvenait à aller au-delà de ces. Mais sinon, les conséquences pour le Burundi, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a très peu de choses qui provenaient du Brésil vers le Burundi, et il y a très peu de choses qui provenaient du Nigeria vers le Burundi, en dehors de ce carburant qui était donné en don, et il y a très peu de choses qui proviennent en réalité du Canada, en dehors du cadre multilatéral. En termes de relations bilatérales, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses entre le Canada et le Burundi. C'est pour cette procédé à la fermeture de ces ambassades, pratiquement, n'affecte en rien la vie au quotidien des Burundais.
Il est scandaleux de voir la construction en dur des permanences du parti au pouvoir un peu partout dans le pays, alors qu'il y a des écoles primaires où les écoliers sont assis à même le sol en classe suite au manque de pupitres. Ce regret est de Jérémy Minani, président du Rassemblement des démocrates burundais. L'exemple le plus récent est celui d'une permanence du parti CNDD-FDD érigée dans la province de Kayanza, inaugurée par le chef de l'État ce samedi 10 octobre. Jérémy Minani indique que cela prouve à suffisance que le bien du peuple est le dernier des soucis de nos dirigeants. Même si le CNDD-FDD explique que ces permanences du parti sont construites par la population, ces permanences sont construites dans les fonds, sur le fonds du public. Il puise dans la caisse de l'État et utilise les fonds publics pour construire ces permanences du parti CNDD-FDD au moment où les élèves s'assoient à le sol dans plusieurs du pays, au moment où les élèves étudient dans des salles de classe à hutte, il y a une honte nationale. Nous observons à ce que l'on peut appeler le grand échec de gouvernance en matière de démocratie. Depuis que le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir, nous avons vu que ce parti place l'intérêt d'un petit groupe de personnes au-dessus de l'intérêt général. C'est pour cette raison que vous constatez des gens qui s'achètent des biens évalués à des centaines de millions de nos francs, alors que les enfants s'assoient à même le sol dans des salles de classe. Nous avons un parti qui s'est déconnecté de la population. Nous avons un parti politique qui pense que le développement, ça signifie le développement de personnes, alors que la grande majorité de la population croupit dans une misère. C'est une grande honte pour ce parti d'ignorer ces souffrances dans lesquelles la majorité de la population vit. Hier, j'étais en train de regarder la femme de Fépien Konziza de prêcher. Elle était assise dans un qui vaut à peu près 100 millions de nos francs burundais. Et comment voulez-vous que les gens donnent un minimum de crédibilité au sein de l'FTD qui dit être là pour l'intérêt général, alors que les enfants s'assoient à même le sol au moment où les dignitaires du pouvoir s'assoient dans des fauteuils évalués à plus de 100 millions de francs burundais la pièce. Ce parti ne représente pas l'intérêt général. Il y doit dégager parce qu'il représente une petite minorité qui s'est complètement déconnectée de la masse populaire. Jérémy Minani était au micro de Denis Ndaïkengurukiye. 12 personnes ont péri dans un accident de roulage qui a eu lieu la nuit du 10 octobre 2020 dans la province de Makamba. 7 personnes ont été grièvement blessées et un enfant a été porté disparu. Les blessés ont été conduits à l'hôpital de cette même province. Le ministère de la Sécurité publique fait savoir que le véhicule en question a dévié la route et s'est renversé en dessous du pont qui se trouve sur la rivière Lukoziri, séparant les communes de Makamba et Mabanda. Dans la suite de notre série de reportages dans l'émission Parcours à un abonné de la télévision Renaissance, aujourd'hui vous allez suivre l'extrait de témoignage de Novani Nunze, l'une des victimes de la crise de 1972. Son père a été tué par les rebelles qui avaient attaqué le sud du Burundi dans l'objectif de commettre un génocide contre les Tutsis. Suivez. Je ku munsi wa gatanu Patrick Gerard yaraje arantora aho abandi banyeshuri bari twigana mu y'umunani ambarira ati so baramwishe yarapfuye kuri jewe numvise nk'isi yose inguye ku mutwe uko sinashobora kuvyumva sinashobora kumva ko yapfuye kandi naramaze sinyamunsi gusa n'iminsi ikwirikira n'amezi akwirikira naho naza natashe sinashobora kumva ko yapfuye sinashobora kuvyemera umaze gushikira imbere yuko dushike muhira abanyeshuri ntibavuga nk'uje bambaye ko data yapfuye atari ubizi ntawe nabibarira hanyuma mu nyuma rero niho
haheze umwanya barushaho bakadutahana tugashika imuhira iwacu. ushitse muhira wasanze bimeze gute? Ushitse imuhira nasanze ibintu bimeze nabi cyane, kuko nasanze hafi yo kumuhora iwacu hariho imva bavuga ati irya ni ya Petero Mushema. Petero Mushema ni data wacu. Hakurya y'umwonga hari imva zitatu, pardon. Imwe yarimwo marume yitwa Nanka, iyindi yarimwo umubanyi wacu witwa Bararufise, iyindi yarimwo umugenzi wa data yitwa Simoni. Hanyuma dusanga twegeye ahantu hitwa Gasongati ni hejuru yo mu mirwa nk'abazi abanyabujumbura no bari yakora nka kurya ko mu Bugarama. Hariho imiryango y'abatutsi harya, abagabo benshi bari babishe muri ya miryango, ntiyari myinshi cyane mugabo abagabo bari babishe nk'umuntu yakorana data yigisha katikisimu. Hariho umugenzi we bakorana yitwa Misago, bari baramwishe n'abahungu biwe babiri b'abasore bari imyaka 17 canke 18, umwe yitwa Paul uwindi yitwa Leonce. Hariho bene basaza ba mama babiri nabo nyene bari barabishe. Hanyuma barya abatutsi bose babahajya bari baduze nk'amajaruguru aho tuba, nk'umufakazi wa musaza wa marume n'abana biwe n'abandi b'inshuti zabo twasanze bari wacu, bari bahungiye iwacu. Abandi batutsi baharya bari bahungiye mu mihana yo hafi, babana n'abantu b'inshuti yabo canke n'abagenzi babo. L'intégralité de ce témoignage se trouve sur toutes les plateformes de diffusion de la télévision Renaissance. Il y a eu trop de tueries. Des gens ont été jetés dans des rivières. Des gens ont été enterrés avec des corps mutilés. C'était sous son règne. Alors, avec toutes ces personnes tuées, cet homme était-il réellement en train de travailler pour être le guide permanent? Est-ce que ceux qui lui succéderaient partiraient de ce bilan pour faire pareil? Autre chose. De sa propre bouche, il a parlé lui-même de ceux qui périront comme de la farine emportée par le vent. Il a qualifié lui-même des gens de chiens enragés. Est-ce un langage digne qui lui vaudrait ce titre dans un contexte pareil? Les Burundais qui ont tout laissé derrière eux, qui ont fui à l'étranger, qui sont malheureux dans l'exil, c'est évident qu'il a échoué quelque part. Le Burundi est le pays le plus corrompu. Ça se dit partout. Il fait partie des 3 pays les plus pauvres. Alors, ces enseignements pour l'amour du pays, c'est vrai qu'il l'a fait, mais il a échoué. Si nous disons les choses telles qu'elles sont, je ne pense pas que l'actuel chef de l'État mérite cette médaille. Je pense d'ailleurs qu'il peut même être traduit devant la justice. Moi, je pense que si la loi est respectée, je ne risque rien. Mais je ne peux pas ne pas avoir peur. Parce qu'il n'y a personne qui vit au Burundi aujourd'hui qui n'a pas peur. Je suis convaincu que quand mon heure sonnera, il n'y aura plus rien à faire. Donc, au lieu de vivre 100 ans sur terre, à applaudir des escrocs et des menteurs, je préfère mourir tôt, en laissant un bon héritage, pour montrer que nous ne sommes pas tous des bénis oui-oui. Je parlerai jusqu'au bout, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont été victimes de leur silence, qui n'ont jamais rien dit. Et nous étions témoins quand ils ont été tués. L'ancien député Fabien Machiganino est incarcéré à la prison centrale de Mpimba il y a de cela 5 jours. Il est poursuivi pour des propos qu'il a tenus alors qu'il était encore membre de l'Assemblée nationale. Fabien Machiganino est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de dénonciation calomnieuse. Il a été arrêté le 2 octobre dernier. L'emprisonnement de Fabien Machiganino risque d'entraver les députés d'aujourd'hui dans leur rôle de défendre l'intérêt du peuple. C'est la lecture d'Evariste Ngaï-Mpenda, l'un des compagnons de lutte de Fabien Machiganino au sein du parti Iprona. Il craint que les élus du peuple auront peur de s'exprimer librement pour ne pas subir à leur tour le sort de Fabien Machiganino. Suivez le professeur Evariste Ngaï-Mpenda. J'ai fait beaucoup d'années à travailler avec l'honorable Fabien
Vancilianino dans le cadre de l'IPRONA de l'opposition. Dans ce cadre, vous comprenez tout naturellement que son emprisonnement ne peut pas ne pas m'inquiéter. D'abord, comme vous le savez, l'honorable Fabien Vancilianino a été député durant la législature de 2015 à 2020. C'est quelqu'un qui effectivement est intervenu à plus d'une reprise par rapport à un certain nombre de dossiers, mais c'est aussi quelqu'un que l'opinion aura retenu comme soucieux de l'indépendance de la magistrature et de la justice, parce qu'il a à plus d'une reprise parlé au nom des gens qui étaient victimes d'une injustice par-ci, par-là, ou des gens qui devaient être libérés, qui ne l'étaient pas ou qui étaient arbitrairement emprisonnés. Donc, c'est quelqu'un qui militait pour le triomphe de la justice et de la vérité. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même des propos qu'il aurait tenus pendant qu'il était encore député. Cette accusation peut là s'interroger sur le fonctionnement réel de nos institutions et surtout la véritable question du partage de pouvoir. Parce que si réellement il avait tenu des propos diffamatoires à l'endroit du chef de l'État, si réellement il pouvait être accusé d'attentat et complot contre la personne du chef de l'État, on peut bien se demander si l'Assemblée nationale, ses collègues de l'Assemblée nationale, une assemblée qui avait un président et deux vice-présidents, se sont accommodés d'un tel comportement parce que je sache, durant toute la législature, ils n'avaient jamais été inquiétés. On peut aussi se demander qui a empêché la justice d'agir à ce moment-là pour qu'elle attende sa sortie de charge. La véritable question, c'est laquelle? D'abord, ça soulève la question de l'indépendance de la magistrature, mais c'est aussi un questionnement qui devrait revenir à l'Assemblée nationale parce que plus d'un député devrait un peu s'interroger, dire voilà, si je devais dire ceci ou cela, que je devais en autre victime à ma sortie de charge, dans ces conditions, je préfère me taire. Si tout le monde raisonne comme ça, et de toute manière, il n'y a pas de raison que le gros des membres de l'Assemblée nationale ne raisonne comme ça, la question deviendra laquelle? Que va réellement pouvoir faire l'Assemblée nationale par rapport à ce que la population, lui, en attend? Toujours sur cette page justice, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 354 jours d'incarcération. La Cour d'appel de Nahangwa a décidé de les maintenir en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Au revoir.